Donc, bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire sur le thème de l'introduction à la création de richesse, qui a pour objectif de vous donner les bases pour que vous soyez plus à même de comprendre la structure financière de votre entreprise afin de créer plus de richesse. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vais juste vous inviter à respecter quelques règles du jeu. Donc, la première, ça va être de garder votre micro sur muet lorsque vous n'intervenez pas. Ça permet d'éviter d'avoir des bruits de fond et donc de gêner un peu la séance. Pour que vous puissiez vous concentrer un maximum aussi, idéalement, je vous inviterai à mettre vos portables sur silencieux. Et l'idée de cette séance, c'est que ce soit vraiment une séance de partage, une séance conviviale, donc où on s'écoute, on est dans la bonne humeur et dans le respect de tout un chacun. Et les interventions des uns et des autres sont bienvenues. Et donc, dans tous les cas, votre participation est vraiment activement souhaitée parce que c'est elle qui va permettre d'enrichir ce webinaire. La démarche, c'est vraiment qu'on est ensemble ici pour co-construire parce que je ne me positionne pas en professeur qui vient vous dispenser un savoir, mais en facilitatrice qui a des choses à partager avec vous, mais qui recueille aussi ce que vous avez à partager pour qu'ensuite, ensemble, on puisse construire quelque chose de plus intéressant et de plus riche. Donc, voilà. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Adoli Akpabi. Je suis togolaise et française installée au Sénégal depuis bientôt 7 ans maintenant. Je suis diplômée d'HEC Paris où j'ai obtenu un master en économie financière et depuis, j'évolue essentiellement dans le secteur du conseil. Aujourd'hui, je me positionne en tant que consultante, formatrice et coach sur des problématiques liées au management, à la finance et au développement personnel. J'ai également eu l'opportunité de traduire un livre qui s'appelle Le Top Manager et qui permet aux personnes qui sont à des fonctions managériales ou aux personnes qui aspirent à y être d'avoir une meilleure compréhension de leur rôle et d'avoir des outils extrêmement pratiques et pragmatiques pour leur permettre d'être plus performants dans ce rôle. Et finalement, en parallèle de tout ça, je représente une structure qui s'appelle Prime Dash et qui propose un logiciel financier d'aide à la prise de décision pour les dirigeants d'entreprise. Donc voilà pour moi. Alors, donc, si on rentre dans le vif du sujet, vous vous êtes présenté, beaucoup d'entre vous sont des gérants d'entreprise notamment. Et globalement, je pense qu'en tant que dirigeant d'une entreprise ou manager d'un service, on est des entrepreneurs dans le sens où le rôle d'un entrepreneur, c'est de créer de la richesse pour son entreprise. Donc, cette création de richesse peut être très subtile lorsqu'on gère un centre de coût, mais elle est clairement palpable lorsqu'on gère un centre de profit parce qu'elle doit forcément se traduire du point de vue financier. Alors, du coup, pour que cette notion de création de richesse fasse un peu plus sens pour vous, je vais vous poser une question, enfin quelques questions. Donc, je vous inviterai à prendre la parole pour y répondre. Est-ce que ça vous semble normal de travailler pour une entreprise qui ne vous paie pas ou si un de vos proches devait travailler pour une entreprise, sachant qu'il est pleinement qualifié et qu'il a été recruté pour ses compétences pour remplir une fonction, s'il n'est pas payé, est-ce que ça vous semble normal? Je vous écoute. Qui veut prendre la parole? Sinon, Non. n'hésitez pas. Oui. Tout travail mérite salaire, donc clairement, les compétences Ok. et les expertises ne sont pas gratuites. Effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir aussi et donner leur avis? Vous pensez que c'est plutôt oui, Oui, plutôt non? moi, contrairement, bon, je partage l'avis de Florence, mais je dirais Oui. que je suis prêt à le prendre même si je ne suis pas payé. Je ne sais pas, parce que j'éprouve un certain plaisir à partager mes connaissances et c'est Oui. dedans que je me sens le plus à l'aise. Je ne Ok. mets pas, bon, pour l'instant, je ne mets pas encore le gain avant euh, les compétences et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, à l'heure qu'il est, vous souhaitez partager vos compétences, c'est ça? C'est ça, oui. Ok. D'accord. Du coup, j'ai une question. Oui. Dans ce cas-là, est-ce que plutôt ne pas se tourner pourquoi ne pas se tourner vers quelque chose de caritatif? Enfin, comme on dit, on a des leaders qui sont givers et qui se
qui préfèrent faire des activités où ils peuvent partager, mais en ce Oui. qui concerne leur expertise et compétences, ils sont Mhm. payés et c'est pas forcément faire passer le gain avant le partage, c'est Mhm. plutôt valoriser, enfin, je pense que quand on n'est pas payé sur ce qu'on fait et sur ce qu'on donne, Mhm. surtout, pour les choses où on est vraiment, expert, eh bien, Oui. on dévalorise en quelque sorte, en fait, nos compétences. OK. D'accord. Merci beaucoup pour ce complément, Florence. Effectivement, c'est très pertinent. Alors, je crois que Elvis veut intervenir aussi. Du coup, Elvis, tu peux prendre la parole. Vous pouvez, pardon, prendre la parole. Elvis, pour l'instant, votre micro est désactivé. Donc, si vous parlez, on ne vous entend pas. C'est bon, je suis entendu. Oui, c'est bon. D'accord, merci. Alors, rapidement, je dirais que j'abonde plus dans le sens de celui qui disait que pour l'instant, il n'est pas pour la paye. Moi, je D'accord. pense que certaines circonstances pourraient m'amener à travailler sans la paye Mhm. parce que je gagnerais à ce niveau de l'expérience. Je serai en train de partager l'expérience d'un leader managérial que j'estime. Et je D'accord. pense que le fait qu'il m'intègre au sein de son service pour deux, trois choses, je peux Mhm. faire valoir mes compétences en échange de d'autres compétences. Je suis D'accord. aussi d'une autre lecture et que le salaire, souvent, ça vient un peu émousser nos capacités à créer, dont je parlais plutôt de revenus d'indemnisation, mais pas de Oui. salaire. Voilà. OK. Tout en partageant le point de vue que tout ce que nous faisons doit être monnayé, mais j'abonde dans le sens où on peut avoir d'autres rémunérations non financières, mais OK. qui feraient lieu de salaire. C'est bien noté. Merci. Merci beaucoup. OK. Du coup, je vais peut-être. Alors. Bon, moi, OK. Oui. Pour répondre à cette question, moi, je pourrais dire oui et non. D'accord. Oui, si toutefois, je peux être un stagiaire qui est là Mhm. pour sa première expérience, montrer mes compétences pour que je Mhm. sois payé à la longue. Mhm. Non, si toutefois j'ai une bonne expérience dans le domaine, je ne pourrais pas D'accord. accepter de travailler pour une entreprise sans salaire quand même. D'accord. OK, je vois bien. Merci. Et Grace qui a dit oui, la première année de la startup, si on en est le fondateur dans le chat. Merci beaucoup, Grace, euh, pour cette contribution. OK. Donc, merci. Du coup, la deuxième question que j'avais pour vous, c'est est-ce que c'est plus normal d'être payé, mais d'être mal payé par une entreprise? Excuse-moi, tu peux répéter? Alors, la deuxième question, c'est est-ce que c'est plus normal si on est payé, mais qu'on est mal payé? Donc, ici, il est pour la partie ne pas être payé, les avis ont été assez nuancés. Du coup, ici, j'imagine qu'ils le seront aussi. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce serait plus normal d'être mal payé que de ne pas être payé du tout? Allô? Oui? Ok. Ça, comme Oui, Elvis? j'avais dit, quitte à être, Alors, vous il me m'entendez? semble qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler déjà, il me semble. Je peux? OK. Oui, Elvis, vas-y. Après, je sais pas qui était en train de prendre la parole, mais oui. D'accord. Donc, moi, je dirais que si je Moi, veux c'est être... Tafio qui parle. Ah, D'accord, c'est noté. Donc, Tacho, on te laisse passer après? On vous laisse passer je, après. Oui, je peux Elvis. continuer? Oui. Alors, Ok. je pense que si je veux être payé, que je le sois correctement. OK. Voilà, que je fasse D'accord. valoir les compétences que j'ai, etc., et qu'on me paye correctement. Si c'est le OK. choix de ne pas être payé, bon là, soit je suis payé, soit je ne suis pas payé. Mais être mal payé, je crois que c'est dévalorisant même par rapport au service que nous sommes en train de faire, à la compétence que nous sommes en train de donner. Donc, OK. si on veut être payé, on est payé en fonction de la qualité du travail que nous fournissons. Ou bien c'est une option initiale de dire que je ne veux pas être payé, mais bon, je vais passer à d'autres modes de rémunération. Voilà. D'accord. Merci Merci. beaucoup. Du coup, Tafio?
C'est exactement ça. C'est exactement la même chose, c'est ça? Quitte à être payé, bien à l'être. Oui. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, j'allais dire, du coup, j'ai les retours de ceux qui disaient qu'ils étaient prêts à ne pas être payés, mais qui disent que si on doit être payé, autant l'être correctement. Ok. Euh, je peux intervenir? Oui. Ok. Bon, moi, je pense que bon, le travail doit être un moyen d'épanouissement plus qu'un moyen de subsistance. Mais Ok, bon, la paix d'accord. aussi, c'est une source de motivation. Donc, si je travaille, Effectivement. je dois être payé conformément à tout ce que je donne. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Merci. Constable. Donc, sur ce point-là, vous êtes plutôt d'accord. Si on est payé, autant être payé correctement. Ok. Donc, globalement, les réponses que vous avez données vont dans le sens de ce que je voulais mettre en avant, hein. Parce que globalement, l'idée, c'est que dans l'absolu, on souhaite être payé et si on est payé, on veut être payé correctement. Donc, vous avez évoqué quelques circonstances qui pourraient faire qu'on ne serait pas payé et qu'on l'accepterait. Donc, on va revenir sur ça plus en détail, sachant que la logique est la même au niveau d'un dirigeant d'entreprise qui ne va pas maintenir une activité qui ne lui permet pas de gagner de l'argent et de s'enrichir. Donc, à notre échelle individuelle, notre intelligence, notre temps, notre énergie et notre argent sont des ressources que nous dépensons, que nous investissons en vue de créer plus de richesses à nos échelles individuelles et collectives. Et de manière générale, personne ne va maintenir une situation qui ne lui est pas bénéfique, à moins qu'il y ait d'autres facteurs de l'ordre de l'émotionnel ou de l'ordre de l'intérêt général qui entrent en ligne de compte. Donc, pour ceux qui ont dit qu'ils étaient prêts à ne pas être payés, les facteurs que vous avez évoqués, c'est partager de l'expérience ou acquérir une nouvelle expérience, ne pas être soi-même encore pleinement formé et donc bénéficier de cette formation. Donc, vous trouvez une autre forme de rémunération du travail que vous fournissez, vous trouvez une autre forme de satisfaction que la rémunération financière. Mais dans tous les cas, vous recherchez quelque chose, vous recherchez une forme de rémunération et de gratification. Donc, en tout état de cause, la logique va être exactement la même au niveau d'une entreprise dont l'ensemble des ressources doivent servir à la création de richesses globales. Donc, dans tous les cas, les énergies, l'argent, tout ce qui est investi est censé produire de la richesse, apporter quelque chose, apporter une forme de rémunération. OK? Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment, justement, créer cette richesse de manière efficace et efficiente. Et on va regarder dans cette première partie, dans ce webinaire d'introduction, les éléments qui structurent l'entreprise et qui lui permettent de maîtriser les fondamentaux dont elle va se servir pour ensuite créer cette richesse. Donc, globalement, ensemble, aujourd'hui, on va voir d'abord quels sont les différents types de coûts qu'on rencontre dans une entreprise. Après, on va s'intéresser à la notion de rentabilité et voir quels sont les différents niveaux auxquels on peut analyser la rentabilité de l'entreprise. Et finalement, on va s'intéresser au seuil de rentabilité qui est une notion fondamentale pour toute entreprise. Tout ça parce que avant de pouvoir créer de la richesse, c'est important de savoir de quoi on parle. Vous avez besoin de connaître de manière claire et précise vos objectifs et leurs déterminants avant de pouvoir passer à l'action pour espérer les atteindre. Donc, si je vous demande maintenant quels sont les différents types de coûts qu'on a dans une entreprise, d'après vous, quels sont-ils? Je peux intervenir? Oui, Florence. Alors, on a les coûts humains, tout ce qui est salaire, ressources humaines. On a tout ce qui est coût de matériel. Ça dépend de la compagnie où on se trouve. Donc, ça peut être des coûts en communication, des coûts en matériel de production, des coûts de IT, enfin de technologie, pardon. Ensuite, on a les coûts de déplacement pour tout ce qui est recherche de clients et autres. Tout ce qui concerne le marketing également, des coûts de marketing.
Et puis, je pense que je mettrai aussi dans les coûts tout ce qui est taxes. D'accord. OK. Merci beaucoup. Elvis, vous vouliez intervenir aussi? Alors, votre micro est sur muet pour l'instant. On ne vous entend pas. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Pour ajouter, ou même par rapport à ce qu'elle vient de dire, moi, je parlerai de coûts qui ne dépendent pas de nous, tels que les coûts climatiques au niveau de la nature, et puis aussi les coûts sociopolitiques, les crises. Parce que très souvent, on a tout planifié, l'étude marketing a été bien stratifiée, le recrutement bien, et puis on tombe dans une situation sociopolitique qui vient chambouler toutes nos prévisions. D'accord. Pour ce qui est d'ici d'ailleurs. Donc voilà. Par-dessus ce qu'elle vient de dire, je voudrais ajouter ces éléments. D'accord, OK. Merci beaucoup. Donc, le fait que des éléments externes puissent venir impacter notre structure de coût. Bien sûr. C'est bien ça. C'est cela. OK. Merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Oui, moi je vais intervenir. OK. Oui. Oui, Je Maurice peux, alors? Maël? Oui, c'est bon. D'accord. OK. Moi, je peux résumer tous ces coûts en 4 coûts. D'accord. Ça peut être les coûts directs ou indirects, ou les coûts fixes ou coûts variables. Je pense que ça peut résumer tout ce qui vient d'être cité. OK, merci beaucoup. OK, merci pour toutes ces contributions. Effectivement, tout ce que vous avez dit fait sens. Et dans l'absolu, j'allais dire, Florence est allée dans le détail des coûts en disant des lignes de coûts bien spécifiques. Et après, alors, donc Elvis a donné des éléments qui pouvaient effectivement impacter tous ces coûts-là et faire qu'ils augmentent notamment. Et finalement, donc, on a Maurice Maël qui nous a donné des catégories un peu plus globales. Donc, effectivement, les catégories en question font sens, sachant que du coup, je vais vous proposer des éléments. Alors, dans les catégories d'Ismaël, il y a des choses en plus, enfin, une partie supplémentaire que je vais ajouter. Parce qu'effectivement, ce qui nous intéresse ici, c'est les grosses catégories de coûts qui vont nous permettre d'analyser justement notre structure de coûts et de savoir comment elle évolue, de la modéliser. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est principalement 4 catégories de coûts qui sont les investissements, les coûts fixes, les coûts variables et les coûts directs. Sachant que les coûts directs sont une catégorie spécifique de coûts variables. Donc, tout à l'heure, Maurice Maël parlait aussi de coûts indirects. Il faut savoir que tout ce qui n'est pas direct sera indirect. Donc, les investissements, les coûts fixes et les coûts variables seront des coûts indirects. Donc, on va voir plus en détail ce que regroupent ces 4 catégories. Les investissements, c'est des dépenses qu'on va faire pour acquérir des biens tangibles ou intangibles et qui vont avoir de la valeur à long terme. À long terme, ça veut dire au-delà d'une année. Et ces investissements-là vont venir intégrer le patrimoine de l'entreprise, sachant que souvent, ils vont être amortissables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, ces biens-là, pour la plupart d'entre eux, vont perdre de la valeur au fil du temps et que cette perte de valeur va se matérialiser par l'amortissement. Donc déjà, dans les investissements, on peut trouver des éléments comme les terrains, les logiciels, les immeubles, les véhicules de fonction, les ordinateurs de fonction, des choses de ce genre. Donc, dans les choses qui sont amortissables, on va pouvoir, par exemple, citer un véhicule de fonction et généralement, un véhicule, on va considérer qu'il est amortissable sur 5 ans. Ça veut dire qu'on considère qu'au bout de 5 ans, il aura perdu sa valeur. Et donc, chaque année, on va retirer 1/5 de la valeur dans cette logique-là. Par contre, si je prends un terrain, le terrain ne va pas être amortissable parce qu'il n'est pas censé perdre de la valeur au fil du temps. Un terrain ne va pas s'user, il est là, il va peut-être même prendre de la valeur parce que généralement, c'est ce qu'on espère quand on achète un terrain. Finalement, au-delà de cette notion d'amortissement, on peut avoir quelque chose qui va s'appeler la dépréciation et qui va être une perte de valeur exceptionnelle. Donc, la dépréciation, c'est quelque chose qui va arriver parce qu'un investissement a été abîmé, par exemple,
par exemple, si j'ai un ordinateur, je l'ai acheté, il tombe, son écran se casse. À partir de là, je ne pourrai plus le vendre au même prix qu'avant. Et donc, cette perte de valeur va se matérialiser sous forme de dépréciation. Ce que vous pouvez retenir globalement, c'est que pour les amortissements, légalement, il y a des durées d'amortissement pour chaque catégorie d'investissement et que vous pouvez très facilement les trouver sur Internet. Pour ce qui est des dépréciations, souvent, il faut faire appel à des experts, surtout quand les montants en jeu sont importants. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux investissements? N'hésitez pas à lever la main ou à réagir dans la conversation. OK. Donc, je vais considérer que c'est bon pour tout le monde. Donc, je passe au coût suivant. Ici, c'est les coûts fixes. Donc, les coûts fixes, c'est des dépenses qu'on va faire encore une fois pour acquérir des biens tangibles ou intangibles, merci Elvis, qui vont avoir de la valeur cette fois à court ou moyen terme, ce qui veut dire moins d'un an sur la durée de l'exercice de l'entreprise. Et la spécificité des coûts fixes, c'est que c'est des dépenses qui vont être récurrentes et que l'entreprise va devoir prendre en charge, que l'entreprise va devoir supporter, quel que soit son niveau d'activité. Qu'elle produise ou pas, qu'elle vende ou pas, elle doit supporter ces coûts-là. Et on peut avoir des éléments qui vont se déprécier dans les coûts fixes, surtout à partir du moment où on a des éléments qu'on peut stocker et donc ils peuvent s'abîmer. Et donc, à partir de là, ils vont perdre de la valeur de manière exceptionnelle. Mais ce qu'il faut que vous reteniez avant tout, c'est cette notion de dépenses que je supporte, quel que soit le niveau d'activité de mon entreprise. Donc, est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Oui. OK, d'accord. Merci beaucoup. Après les coûts fixes, donc, on a les coûts variables qui servent toujours à acquérir des biens tangibles ou intangibles qui vont avoir de la valeur à court ou moyen terme. Mais cette fois, c'est des coûts qui vont être liés à l'activité de l'entreprise. Ça veut dire que plus le niveau d'activité de l'entreprise va être élevé, plus l'entreprise va produire, plus elle va vendre, plus en fait, ces coûts variables vont être élevés également. Donc, dans les coûts variables, on va pouvoir trouver des choses comme les coûts de transport de marchandises ou les frais de péage, par exemple, liés au transport de la marchandise. Côté coûts fixes, on pouvait avoir des choses comme le loyer, comme les salaires, par exemple. Et la dernière catégorie qu'on a, c'est les coûts directs. Et comme on l'a dit, les coûts directs, c'est une catégorie spécifique de coûts variables. Donc, les coûts directs sont inclus dans les coûts variables. Leur spécificité, cette fois, c'est qu'on peut directement les affecter aux éléments et aux éléments qui servent à produire et ou à vendre. Donc, si je dois citer des exemples, je peux vous citer les commissions des vendeurs ou l'achat des matières premières, par exemple. Et là, j'ai aussi illustré avec une petite recette de cookies, parce que dans l'absolu, pour faire des cookies, je peux savoir combien il me faut en termes de farine, combien il me faut en termes de sucre, combien il me faut en termes de beurre, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments que je peux identifier, je peux dire, voilà combien il me faut de tels éléments pour pouvoir mettre mon produit sur le marché. Ça va être des coûts directs. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon, c'est bon. OK, merci. Du coup, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice pour être sûr que toutes ces notions sont effectivement bien comprises. On va le faire ensemble. Donc ici, on veut classer les coûts qu'on a ici dans les 4 catégories en sachant que l'entreprise qu'on étudie produit et vend des yaourts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque item, je vais vous demander à quelle catégorie vous pensez qu'il appartient. Et puis, on va voir ensuite ce que ça donne. OK? Donc, on commence par l'achat de lait. À quelle catégorie appartient l'achat de lait? Au coût direct. Coût direct. D'accord. Merci, Florence. Quelqu'un d'autre voulait donner une contribution?
Vous partagez tous cet avis ou quelqu'un pense quelque chose d'autre? S'il vous plaît. Oui, Elvis? Oui. Initialement, j'ai voulu dire coût direct, Oui. mais je me suis rendu compte qu'au fil du temps, le prix de lait peut varier. Oui. Du coup, je suis dans l'embarras, à moins que j'ai mal à saisir le coût variable et le coût direct, mais je ne sais pas si à ce niveau, ça ne peut pas osciller, en fait. Ça me permettrait de clarifier la distinction entre les deux. OK. Donc, les coûts variables, c'est des coûts dont le montant va augmenter en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Donc, ça va être lié à ce que l'entreprise produit et vend. Plus je produis, plus je vends, plus je vais avoir des coûts variables élevés. Et les coûts directs, bien entendu, sont inclus dans les coûts variables parce qu'ils évoluent en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Mais en plus, on peut savoir à quel élément on va le rattacher de manière plus spécifique. D'accord. Dans ce cas, mon embarras demeure parce que je peux commencer à une petite quantité de lait. Oui. Et puis, en fonction de l'agrandissement de l'activité, je peux me retrouver dans un cadre où ça s'installe maintenant dans les coûts variables. Alors, OK. Donc, peut-être que du coup, à partir de là, je vais éclaircir un peu les choses. Donc, ici, l'achat de lait, ça va être effectivement un coût direct parce que si je veux faire un yaourt, je sais quelle quantité de lait il me faut pour pouvoir faire un yaourt. Donc, c'est ça qui va faire que ça va être un coût direct. Si je veux faire un yaourt, quel que soit le yaourt en question, je sais quelle quantité de lait il me faudra pour le faire. Après, effectivement, ça va augmenter, plus je vais faire de yaourt, c'est normal. Et si les prix de lait varient, bah, ce coût-là va varier aussi. Mais en fait, c'est, j'allais dire, c'est le montant unitaire qui va varier, mais cette variation de coût n'est pas liée à ce que ça représente pour mon activité. Ma capacité à pouvoir maîtriser et effectivement, s'il y a des choses qui sont un peu volatiles, à connaître leurs fluctuations, va impacter mon activité en effet. Mais ce qui est important, c'est que je sais, bah, pour faire ça, il me faut telle quantité. Après, si mes fournisseurs augmentent leur prix, ça, c'est une autre histoire. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK, super. Donc, ensuite, on a les frais de transport de marchandises. Qu'est-ce que vous en dites? Direct. Direct? OK, Direct. merci. Oui. Une autre contribution? En tout cas, si quelqu'un a un avis divergent. Alors, Kossi Octave dit aussi direct. Merci, Kossi Octave. Donc, a priori, vous pensez tous que les frais de transport de marchandises sont des coûts directs. Alors, là, pour le coup, je ne vais pas être d'accord avec vous, dans la mesure où les frais de transport de marchandises, ça va être des coûts variables parce que ça va évoluer en fonction de l'activité de l'entreprise. Plus je vais vendre, plus je vais avoir de marchandises à transporter. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je ne peux pas forcément dire qu'il me faut tant en termes de frais de transport de marchandises pour vendre telle quantité de yaourts. Parce que, par exemple, si je loue des camions pour aller livrer mes yaourts, si le camion est plein, à moitié ou complètement, ça ne changera rien au prix que je vais payer. Donc, du coup, ce n'est pas lié à la quantité vendue. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. Oui. OK, d'accord. Parfait. Du coup, pour l'eau? Un coût variable, hein? Coût variable. D'accord. Pourquoi? En fait, je pense, je réfléchis comme quand je paye mon électricité, mon eau, donc je le mets en coût variable. D'accord. Parce que le montant de la facture n'est pas toujours le même, c'est ça? Voilà, c'est pas toujours le même et ça dépend de l'activité qu'on fait. C'est bien ça, non? C'est lié à l'activité? Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ici, ce serait lié à l'activité. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est à ça que je pense. Ouais. D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres Oui, Elvis Aubin. Alors, le micro est sur muet, hein? La question que je voulais poser, est-ce que ça ne nous ramène pas encore à la question du lait où on avait dit je connais la quantité que j'emploie pour la fabrication. Donc ici, est-ce que je n'ai pas déjà une idée de l'eau que j'emploie pour la fabrication de ce qu'il y a à faire? Alors, bonne question. Alors, ici, en fait, ce qui va se passer de manière très concrète pour l'eau, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une part variable et une part fixe. Voilà. C'est ça. Oui, pourquoi? Alors, je n'ai pas vu qui intervenait, mais si vous pouviez nous dire pourquoi vous dites qu'il y a une part variable et une part fixe. Oui, allô? Oui. Oui, l'eau, la partie fixe, ça correspond aux entretiens de compteur, tout ça là qu'on met sur la facture. Même si on n'a pas consommé de l'eau, il y a une facture qui vous serait donnée et vous allez payer les frais d'entretien ou bien de location du compteur. Donc, ça, c'est la partie fixe. Maintenant, la partie variable correspond au mètre cube d'eau que vous devez consommer. D'accord. Lors de l'activité, donc, et il y a des tranches qui sont là par lesquelles on fait toutes ces facturations. OK. Donc, il y a une partie variable et une partie fixe. Donc, ce que je peux ajouter. D'accord. OK. Merci beaucoup. Donc, on a la même réponse, mais pas pour les mêmes raisons. Effectivement, il y a peut-être des frais d'entretien et autres qu'il faut mettre en place, mais surtout, il y a le fait que, en fait, mon entreprise, elle existe. Il y a des employés et tout ça. Toutes ces personnes-là vont consommer de l'eau. Et donc, ça fait que j'ai une part de ma facture d'eau que je devrais payer quoi qu'il advienne, parce que j'ai des employés, parce que j'ai une entreprise. OK? Ensuite, il y a une part variable qui est liée au fait qu'en fait, on est dans une activité industrielle. Et donc, cette activité industrielle va consommer beaucoup d'eau pour son fonctionnement. Il va falloir de l'eau, notamment pour refroidir les machines et dans le processus de production des yaourts, des choses de ce genre. Donc, ça va être variable parce que lié à l'activité industrielle. Et notons que la part fixe ici, c'est parce que c'est des éléments qu'on consomme déjà au quotidien, même si on produit des yaourts ou pas. Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Oui, c'est bon. Oui. OK, d'accord. Merci. Pour l'achat de sucre, qu'est-ce qu'on se dit? La même chose que l'achat de lait Au direct, oui. Ouais, voilà, un coût direct. OK, super, effectivement, ce sera des coûts directs. Et le péage d'autoroute? Un coût variable, puisque c'est lié aux frais de transport des marchandises. Effectivement, ça va être variable. Pour les frais de communication, sachant que ça s'entend comme frais de télécommunication, donc Internet, téléphone, etc. C'est comme l'eau. Je mettrais ça en coût variable et coût fixe. En coût variable. Pourquoi variable et fixe? En coût fixe, sachant que Internet, on paierait, quoi qu'il arrive, le même montant. Et en coût variable, ça va dépendre quand même un petit peu de l'activité. Si on a beaucoup de communication dans le mois parce qu'on a eu beaucoup d'activités, je sais pas. Je pense plus à ça, mais bon. D'accord, OK. Donc, merci. Du coup, pour le côté fixe, on est d'accord. Pour le côté variable, non. Pourquoi? Parce que là, ce dont j'ai l'impression, c'est que globalement, vous vous dites, si le montant varie, ça veut dire que c'est un coût variable. Mais ce n'est pas le fait que le montant varie qui va faire que c'est un coût variable, c'est le fait que ce soit lié au niveau d'activité de l'entreprise. Mais dans les faits, ma facture de téléphone, elle ne va pas être déterminée par le nombre de yaourts que j'aurais vendus. On est d'accord sur ce point ou pas? Et comment je fais pour déterminer je prends l'exemple j'ai des clients j'ai perdu par exemple des clients et je passe beaucoup plus de temps en termes de communication avec eux.
c'est quand même lié du coup à ma vente de yaourt, non? Alors, je passe plus de temps avec eux, oui. Est-ce que ça va réussir à me faire vendre plus ou pas? Ça, j'en sais rien. Ok, d'accord. Du coup, il n'y a pas un lien de cause à effet direct, en fait. D'accord, je ne sais pas si ça... Si, je comprends. Si ça répond. Ok, Je c'est veux comme je peux avoir une intervenir. période où j'ai fait beaucoup de prospection, mais derrière, je n'ai pas forcément généré de revenus. Ça va? Elvis, vous vouliez intervenir? Oui, par rapport au lien direct entre communication et client, par rapport à la vente du lait, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas directement lié, mais est-ce que l'augmentation de la quantité ne peut pas être fonction aussi de la diversité des clients que j'ai et qui appelle aussi à une augmentation de communication? Alors, est-ce que ce n'est pas lié à la diversité des clients que j'ai? Oui. Peut-être qu'effectivement, plus j'ai de clients, plus j'aurai de personnes à contacter, etc. Mais enfin, plus j'ai de clients, alors, je peux avoir un nombre de clients important, mais que chacun achète peu ou en fonction, ou en tout cas que certains achètent beaucoup plus que d'autres. Mais du coup, si mon critère d'évaluation pour mon chiffre d'affaires, ça va être plutôt les quantités que je vends que le nombre de clients que j'ai. Je ne sais pas si ça fait sens. D'accord, ça fait sens. Et en plus, après, même si je réfléchis en considérant mes clients comme des business units, en tout état de cause, je vais avoir du mal à dire « Ah, j'ai dépensé tant au téléphone pour tel client » et ainsi de suite. Tout à fait. A priori. Oui. OK, merci. Maury, vous vouliez intervenir? Oui, bon, je ne suis juste pas bien à l'aise dans le coût fixe qui a été choisi pour les frais de communication, en fait. D'accord. Pourquoi? Je suis en train de conduire, je n'ai pas suivi la dernière explication que vous venez de faire, là. Je ne sais pas si vous pouvez vous reprendre. La dernière explication. Tout à l'heure, là, oui. Globalement, ce que je disais, c'est que ça va être des coûts fixes parce que ça ne va pas être lié directement à ce que je vais vendre, en fait. Parce que je peux avoir une facture de téléphone de 10 000 francs pour vendre peut-être 1 million de yaourts et avoir 10 000 francs, même si je vends 2 millions de yaourts. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Oui, si on part sur ce volet, il n'y a pas de problème. Mais et si on va sur le volet du marketing? Oui. C'est-à-dire, j'utilise les frais de communication pour attirer plus de clientèle. Et quand j'attire plus de clientèle, mon chiffre d'affaires varie aussi. Donc, si on va sur ce volet, je pense que ça peut être des coûts qui sont variables. Alors, en tout état de cause, normalement, je définis un budget marketing que je mets en place. Je définis un budget marketing que je mets en place. Mon but, c'est que ça m'aide à avoir plus de clients. OK? Mais le nombre de clients que je vais avoir ne va pas être forcément directement lié à mes campagnes de marketing. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment, peut-être j'ai un lancement d'un produit particulier ou j'ai une action promotionnelle particulière sur un produit. Et là, je peux le réintégrer en l'affectant à ce produit-là en coût direct. Mais de manière générale, les dépenses de marketing global, ça va être des coûts fixes. Oui, mais vous dites que les dépenses de marketing peuvent ne pas augmenter votre chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai compris ou pas? Oui. Du fait que vous allez voter un budget pour le marketing, cela ne veut... Oui, par exemple, moi, chaque mois, je fais des campagnes Facebook pour avoir des clients pour mes formations. J'ai un budget que je dépense pour mes campagnes chaque mois. Mais mon nombre de clients n'est pas fonction de ce budget, en fait. Autant, ça peut me rapporter peut-être 5 clients via la campagne à un moment, autant je ne peux avoir qu'un client via la campagne. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ok, je ne suis pas d'accord à 100%, mais ok, on va approfondir les recherches après. Ok, d'accord. Après, enfin, j'allais dire sur les coûts de marketing, c'est peut-être un peu plus complexe parce que oui, il y a le budget global, mais je sais que je peux mettre en place des actions spécifiques pour vendre des produits spécifiques. Et là, à ce moment-là, qui peuvent augmenter.
Voilà, Oui. parce que vous pouvez mettre un budget sur place pour le début d'un projet, en fait, vous comprenez? Oui. Mais au fur et à mesure, vous voyez l'attirance de la clientèle et vous pouvez faire un autre budget spécifique pour augmenter la clientèle. Donc, cela peut arriver et en faisant ça, si vous passez par les appels, je pense que ça aussi, on devait tenir compte de tout ça. Mais bon, il n'y a pas de problème, je vais approfondir les recherches pour ce volet, Inch'Allah. D'accord, ok, c'est noté. Merci en tout cas pour Merci. la contribution. Pour le loyer, qu'est-ce que vous en dites? Du fixe. Du fixe, ok. Les achats d'emballage? Du coût direct. D'accord. Tout le monde est d'accord? Effectivement, ça va être du coût direct. L'assurance? Du fixe. Effectivement, ça va être fixe. Le salaire du personnel permanent? Du fixe. Oui. Les commissions des vendeurs? Du variable. Variable, ok. Est-ce que c'est uniquement variable? Je ne sais pas. Merci. Du coup, est-ce que quelqu'un a une autre idée, contribution, ou est-ce que vous êtes tous d'accord avec coût variable pour les commissions des vendeurs? Oui, Elvis? Alors, le micro est sur muet. Ça peut être aussi un coût fixe, ça dépend. Parce qu'il y a des commissions qu'on donne en fonction de la marchandise vendue. Il y a des commissions qu'on donne forfaitaires, on dit que ça, tu l'as chaque mois ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être un coût variable. Aussi, ça peut être aussi un coût fixe, ça dépend du contexte, moi, je me dis. Ok, d'accord, merci. Elvis, vous voulez intervenir? Alors, on n'entend pas Elvis. C'est sur muet. Je dis qu'il y a merci. Il y a des commissions que dès le début de campagne qui sont fixes, qu'on a déjà élaborées, instituées. Et donc, dans ce cas de figure, ça peut être charge fixe, quoi. Sur une période d'une année où on s'est dit, bon, toute la campagne durant, on se donnera tel. Donc, ça peut avoir un aspect de charge fixe, je pense. Alors, du coup, vous êtes deux à avoir émis cet avis-là. Du coup, ça m'interpelle. Mais on va donner cette commission-là pour quelle raison, de manière très concrète? Ça peut être, pour ma part, une motivation de l'équipe commerciale qu'on a. Ça peut faire partie des primes, ça peut faire partie de… Enfin, OK, d'accord. Alors, oui, j'allais dire une prime et une commission, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Et du coup, pour moi, une commission, c'est sur quelque chose qu'on a vendu. Oui. Donc, c'est lié au chiffre d'affaires, c'est lié à la performance. Donc, dans ce cas-là, au-delà de… Enfin, j'allais dire, oui, c'est une dimension variable, mais c'est surtout un coût direct parce que ça va être en fonction justement du nombre exact que la personne aura vendu qu'on va lui verser sa commission. OK? D'accord. Donc, s'il y a des intéressements, éléments de motivation d'une autre nature, pour moi, c'est différent de la commission. Ouais. OK? D'accord. Merci. Du coup, on va essayer de terminer les 3 derniers points. Achat de matériel informatique. Un investissement. Oui. OK. L'électricité. Je dirais un coût fixe. D'accord. Uniquement? Un coût fixe ou un coût variable, puisque c'est lié à l'activité également. Effectivement, ici, ça va être la même logique qu'avec l'eau. Il y a la partie fixe qui est liée au fait que l'entreprise soit là et qu'elle ait des employés, qu'elle tourne au quotidien. Et il y a la partie variable qui est liée au fait que l'entreprise est industrielle. Elle va utiliser pas mal d'électricité pour faire fonctionner les machines qui servent à produire les yaourts. OK? Et finalement, pour l'achat de lignes de yaourt industrielles. En fait, je ne comprends pas ce que c'est que l'achat de lignes de yaourt industrielles. Alors, c'est les machines qui vont servir. C'est les machines qui vont servir à faire le yaourt.
Ah, ok. Un investissement. OK. Merci. Effectivement, ça va être un investissement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. OK. Parfait. Merci beaucoup pour toutes vos participations et contributions. Alors, du coup, maintenant, on va passer aux notions suivantes. Je vais commencer par vous demander, d'après vous, c'est quoi le chiffre d'affaires d'une entreprise? Allô? Oui? Oui, le chiffre d'affaires d'une entreprise, je peux dire que c'est l'ensemble des ventes réalisées au OK. cours d'une période par cette entreprise. L'ensemble des ventes réalisées au cours d'une période. Oui. D'accord, merci. D'autres contributions? Oui, on peut dire que le chiffre d'affaires, bon, c'est pour juste amender ce que mon ami vient de dire, c'est l'ensemble des ventes de biens et de services réalisés par une entreprise. OK. De biens et de services, j'allais dire en opposition à? Je n'ai pas compris. Cette précision, c'était pour dire que c'était en opposition à quoi? Biens et services. Oui, l'ensemble des biens et services. La somme des ventes des biens et services, en fait. Oui. D'accord. Peut-être que ma question n'était pas claire. C'était pour dire qu'est-ce que l'entreprise pouvait vendre d'autre. Ah, ok. D'accord, je n'avais pas compris. OK. Merci. Du coup, Elvis? Ah, moi, je venais juste dire que le chiffre d'affaires pourrait être égal aussi au montant hors taxe peut-être de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise. Avec des tiers. Montant hors taxe des transactions. Oui. Qu'est-ce qu'on met derrière transaction? Wow. Bon, directement, ça ne me vient pas, mais je pense qu'il y a... Il y a, j'ai envie de dire, 2-3 mouvements qu'on peut faire entre entreprises. Franchement, je n'ai pas une idée claire là-dessus. D'accord. OK. Donc, alors là, du coup, effectivement, ensemble des ventes de biens et services réalisées au cours d'une période, c'est tout à fait dans la définition du chiffre d'affaires. Sachant que quand je posais la question, Maury, c'est parce que je pensais que vous vouliez mettre ça en opposition avec le fait que l'entreprise pouvait céder une partie de ses actifs. Et dans ce cas-là, vous vouliez peut-être dire que l'entreprise pouvait céder une partie de ses actifs et que dans ce cas-là, ça n'entrait pas dans son chiffre d'affaires. Et effectivement, cette nuance était importante. Et quand j'entends le montant hors taxe des transactions, si on parle des ventes, oui, mais l'entreprise, elle fait beaucoup de transactions. Elle peut faire des transactions pour payer ses fournisseurs. Elle peut faire des transactions pour changer, enfin, pour mettre de l'argent sur un compte donné, etc. Donc, du coup, je pense que cette définition n'est pas assez précise pour qu'on la retienne ici. Mais en tout cas, merci pour la contribution. Alors, du coup, la question suivante, c'est de savoir maintenant qu'est-ce que c'est que la rentabilité de l'entreprise? Moi, je vais aller par une définition simple, en fait, non littéraire. Oui. La rentabilité de l'entreprise, c'est la capacité de l'entreprise à faire, je ne sais pas comment je vais donner ça. En fait, c'est quand l'entreprise arrive à donner un chiffre d'affaires qui n'est pas une perte et un gain. On peut dire que l'entreprise est rentable. C'est-à-dire quoi? J'ai investi 100 millions dans un projet et j'ai retrouvé mes 100 millions. C'est que l'entreprise est rentable. C'est-à-dire, je n'ai pas perdu, je n'ai pas gagné, je suis rentable. Lorsque l'entreprise fait un gain, c'est bien ça? Non, quand l'entreprise fait un gain, il est bénéfique. Oui. Mais quand l'entreprise ne fait pas de perte ni de gain, c'est-à-dire j'ai investi, 100 millions, j'ai eu mes 100 millions encore, sans perte ni gain, je suis déjà rentable. OK. D'accord.
C'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Qui d'autre a une idée de ce qu'est la rentabilité? Peut-être Alexis, on ne vous a pas beaucoup entendu. Ou Grâce? Souleymane Diallo, vous voulez intervenir? Ou Tafio éventuellement? C'est que vous êtes tous d'accord avec Maury ou que vous n'avez pas d'idée sur la question? OK, donc on va partir sur ça. Du coup, Maurice, ce que vous dites là, ça me ramène un peu plus à la notion de seuil de rentabilité qu'à la notion de rentabilité en tant que telle. Mais du coup, on va y revenir tout à l'heure. Mais dans les deux manières très concrètes, alors, donc on a vu que le chiffre d'affaires, en gros, c'est l'ensemble des revenus que l'entreprise génère du fait de la vente de ses produits et de ses services. Donc ça, c'est le premier point. Et la rentabilité, c'est la richesse que l'entreprise va créer lorsqu'on va déduire de son chiffre d'affaires l'ensemble des charges qui ont servi à le générer. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on évalue la rentabilité de l'entreprise. J'ai généré un chiffre d'affaires, à côté, j'ai fait des dépenses. Une fois que j'enlève les dépenses que j'ai faites de mon chiffre d'affaires, qu'est-ce qui me reste? C'est ça l'évaluation de la rentabilité. Ça va? J'ai une question. Donc, oui. donc une rentabilité peut être négative? Effectivement, une rentabilité peut être négative. Là, on va dire que l'entreprise n'est pas rentable en tant que telle, mais on va dire que l'évaluation de sa rentabilité est négative. Ça va? Oui, oui, merci. OK. Oui, ça va. Parfait. Donc, une fois qu'on a dit ça, il va y avoir plusieurs niveaux d'analyse de la rentabilité qui vont intéresser le dirigeant d'entreprise et ceux qui l'accompagnent. Donc, le premier niveau, ça va être la marge brute. La marge brute, en fait, va se calculer en déduisant du chiffre d'affaires l'ensemble des coûts directs de l'entreprise. Donc, vous vous demandez peut-être à quoi ça sert. L'idée de la marge brute, c'est de savoir quelle est la richesse que l'entreprise crée du fait de la revente de ses produits et de ses services. Donc, concrètement, c'est j'ai fait tout un tas de dépenses qui sont directement liées à des produits. Une fois que je sors ces dépenses, qu'est-ce qui me reste? Et cette marge brute, elle permet, au-delà de savoir quelle richesse j'ai créée du fait de la revente de mes produits et services, ça permet aussi de savoir dans quelle mesure j'ai un pouvoir de négociation vis-à-vis de mes fournisseurs et de mes clients. Parce que si j'ai un pouvoir de négociation important vis-à-vis de mes fournisseurs, je vais pouvoir négocier des prix bas lorsque j'achète auprès d'eux. Et ça va me permettre d'augmenter ma marge brute. Ça va être le cas, par exemple, des supermarchés comparativement aux boutiques de quartier, parce que eux, ils achètent dans des volumes importants, ils ont une certaine notoriété, ce qui leur permet de pouvoir plus négocier avec leurs fournisseurs. Côté client, de la même manière, plus j'ai de pouvoir de négociation, plus je vais pouvoir proposer des prix élevés. Ça va être le cas, par exemple, si je me différencie de manière substantielle par rapport à mes concurrents, si j'ai une qualité de service exceptionnelle également. À titre d'exemple, on peut citer Apple, qui propose des prix bien plus élevés que ses concurrents et qui vend dans des quantités énormes. Les gens font la queue pour pouvoir avoir les produits de Apple. Donc, est-ce que cette première notion de marge brute fait sens pour vous? Oui. OK, super. Excusez, je souhaiterais, Oui, qu'on revienne un peu sur le sens de la marge brute, là, s'il vous plaît. OK. Concrètement, le sens de la marge brute, c'est la richesse que je crée du fait de la revente de mes produits et services. En gros, j'ai eu un certain nombre d'intrants pour pouvoir proposer mes produits et mes services. Une fois que j'ai compilé le coût de tous ces intrants et que je le déduis de mon chiffre d'affaires, qu'est-ce qui me reste?
Ça va? OK, parfait. OK, super. Le deuxième niveau qu'on va étudier ici, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc, pour avoir l'excédent brut d'exploitation, on va déduire du chiffre d'affaires de l'entreprise non seulement les coûts directs, mais également les autres coûts variables et les coûts fixes. Et l'idée de l'excédent brut d'exploitation, c'est de savoir quelle est la richesse créée par l'entreprise du fait de son activité, du fait de son exploitation sur une période. Donc, l'entreprise a fonctionné, elle a consommé un certain nombre de ressources liées à son activité et à partir de là, on veut savoir qu'est-ce qui reste et que l'entreprise va pouvoir utiliser pour rémunérer ses différentes parties prenantes. C'est ça l'excédent brut d'exploitation. C'est clair pour tout le monde? OK, merci. Et le dernier niveau, finalement, c'est le résultat net qui se calcule en déduisant de l'excédent brut d'exploitation tout ce qui est amortissement, dépréciation, intérêts et impôts. Donc, concrètement, c'est la richesse qui va effectivement appartenir à l'entreprise une fois qu'elle aura payé l'ensemble de ses parties prenantes externes. Donc, une fois qu'elle aura payé l'ensemble de ses parties prenantes externes et aussi, on va dire, remplacer les ressources qu'elle a consommées. Donc, concrètement, on a l'amortissement et la dépréciation qui correspondent à la partie de la richesse actuelle de l'entreprise qui a été consommée pendant la période qu'on a étudiée. Parce qu'effectivement, j'ai fait des investissements à un moment donné et pour fonctionner, j'ai usé une partie de ces investissements-là. Ensuite, on a les intérêts qui vont représenter les sommes que je vais payer à des acteurs externes qui auront financé mon entreprise. Donc, je les rémunère parce qu'ils ont contribué à ma création de richesse. Et finalement, il y a l'impôt qui va à l'État parce qu'on considère que l'État aussi est une partie prenante de la création de richesse de l'entreprise parce qu'on est dans un pays avec une certaine stabilité politique, économique, un environnement économique plus ou moins favorable, des infrastructures de télécommunications, de transport, etc. Et c'est tout ça qui permet à l'entreprise de pouvoir vendre ses prestations, ses services et ses biens à ses clients. Donc, une fois qu'on a payé tout ça, on sait ce que l'entreprise a réellement créé en plus et qu'elle va pouvoir utiliser soit pour réinvestir dans son développement, soit pour rémunérer au moins en partie ses actionnaires. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Merci, Elvis. J'imagine que ça va pour les autres aussi. N'hésitez pas à mettre ne serait-ce qu'un oui dans le chat. Oui, oui, ça va. OK, super. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on a fait cet exercice-là, on a calculé les différents niveaux de rentabilité de l'entreprise en montant. Après, on a aussi la possibilité de calculer les taux de rentabilité à chaque niveau. Donc, on va calculer le taux de marge brute, le taux d'excédent brut d'exploitation et le taux de résultat net en divisant à chaque fois les montants qu'on a obtenus par le montant du chiffre d'affaires. Donc, ça va faire que je vais avoir, par exemple, un taux de marge brute de 90%. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça veut dire qu'une fois que j'ai payé l'ensemble de mes coûts directs, il me reste 90% de mon chiffre d'affaires pour payer mes autres charges et espérer gagner de l'argent. Si j'ai un excédent brut d'exploitation de 40%, ça veut dire qu'une fois que j'ai payé l'ensemble de mes charges de fonctionnement, il me reste 40% de mon chiffre d'affaires pour rémunérer mes différentes parties prenantes, réinvestir dans l'entreprise et rémunérer mes actionnaires. Si j'ai un résultat net de, disons, 10%, ça veut dire qu'une fois que j'ai payé toutes mes charges et mes différentes parties prenantes, il me reste 10% de mon chiffre d'affaires que je peux réutiliser pour réinvestir dans l'entreprise, la faire grandir et également rémunérer mes actionnaires. Ça va? Des questions? Oui. Non. OK. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je peux revenir sur le principe de calcul? À quelle étape, Elvis? Au niveau de la marge brute, s'il vous plaît. Pour le montant ou pour le taux? Pour le taux. Alors, pour calculer le taux de marge brute, je vais diviser le montant de marge brute que j'obtiens par le montant de mon chiffre d'affaires. De la même manière, pour l'excédent brut d'exploitation, je vais diviser le montant de l'excédent brut d'exploitation
par le chiffre d'affaires et pareil pour le résultat net. D'accord, merci. Je vous en prie. OK. Donc là, on a vu les différents niveaux de rentabilité de l'entreprise. Maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité de l'entreprise? Est-ce que l'un d'entre vous sait? Ou plusieurs d'ailleurs. Non? Pas de contribution? Raoul Olivier? Salamata? Wamiyama? Oui, Elvis? Je pensais au volume d'activité à partir duquel l'entreprise devient rentable, je crois. Non? Au volume? Oui, d'activité à partir duquel l'entreprise devient rentable. OK. Merci. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui. J'écoute. Ibrahima? Ibrahima, vous vouliez intervenir ou c'est pas vous? D'accord. Donc, merci Elvis. Donc, effectivement, ce que vous avez dit est juste. Hein? Le seuil de rentabilité, on va pouvoir l'évaluer aussi par rapport au volume qui permet à l'entreprise de devenir rentable. Donc, est-ce que quelqu'un sait de manière très concrète comment on peut calculer le seuil de rentabilité de l'entreprise? Oui, non? Bon, j'imagine que ce point est un peu plus complexe. Du coup, Allô? Allô? Oui, oui. Allô? Oui, j'écoute. On vous entend. Du coup, je vais aller sur la définition. Donc, alors, Kossi Octave dit le chiffre d'affaires diminué des charges variables. Alors, pas vraiment. Du coup, merci pour la contribution, mais alors, plutôt des charges totales. Alors, ça va nous donner un montant de rentabilité, mais du coup, comment est-ce qu'on sait qu'on est au seuil de rentabilité, Kossi Octave? Il y a une intuition là-dedans, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire pour compléter la réponse. Allô? Oui? Tafio? On n'entend pas très bien. Le son est faible. Allô? Oui? Allô? Oui, Tafio. D'accord. J'imagine que c'était une erreur. Oui, Oui, Kossi Octave? Oui, je crois que le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires moins les charges totales. Voilà, on sait qu'on est au seuil de rentabilité lorsque la marge de coût variable est nulle. Lorsque la marge sur coût variable est nulle. Oui. Alors. Si je me rappelle bien. Je pense qu'il y a des souvenirs qui se bousculent un peu, mais qui ne sont pas très clairs encore. Mais en tout cas, merci pour l'intuition. Il y a des termes qui viennent et qui montrent effectivement qu'il y a un cheminement. Alors, Tafio dit charge fixe sur
taux de marge sur coût variable. OK. Donc, effectivement, pas de souci pour le micro. Donc, effectivement, merci Tafio. La réponse est correcte. Donc, je vais passer à la slide suivante pour l'illustrer. Hein. Donc, globalement, le seuil de rentabilité, aussi appelé point mort ou point d'équilibre, c'est le montant de chiffre d'affaires qui fait que l'entreprise ne fait ni perte ni profit. Au seuil de rentabilité, je ne perds pas d'argent, je n'en gagne pas. Donc, quand je suis au seuil de rentabilité, mon chiffre d'affaires va répondre à l'équation chiffre d'affaires égale total des coûts, donc coût fixe plus coût variable. Et ici, quand on parle de coûts variables, on inclut bien entendu aussi les coûts directs, parce que comme on a pu le voir, les coûts directs sont des coûts variables. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de comment on aboutit à la formule finale, même si c'est écrit de manière un peu sommaire ici. Mais j'allais dire, on y va plus en détail dans la formation en tant que telle. Mais ce qu'il faut que vous reteniez là aujourd'hui, c'est la formule seuil de rentabilité égale coût fixe sur taux de marge sur coût variable. Donc, c'est bien ce que Tafio a dit, sachant que la marge sur coût variable, c'est un niveau intermédiaire entre la marge brute et l'excédent brut d'exploitation. Donc, c'est quand on retire du chiffre d'affaires l'ensemble des coûts variables, donc les coûts directs et les autres coûts variables. À partir de là, on a cette marge et on peut calculer le taux de la même manière qu'on a calculé les autres taux. Ça va? Oui, ça va. Maintenant, je retrouve moi mon erreur. Putain, j'avais confondu le seuil de rentabilité à la rentabilité. C'est bien ce que je disais, oui. Que j'ai dit oui, ça fait penser au seuil de rentabilité. Exactement, c'est ça que je viens de le trouver là. C'est pas grave. On est là pour ça, pour mettre les choses à l'ordre du jour, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des questions qu'on ne se pose plus au quotidien et donc on a tendance à oublier ce qu'il y a derrière. La petite notion là, exactement. Oui. Ouais. OK. Merci beaucoup. Ouais. Donc ça, c'était la première déclinaison du seuil de rentabilité. Quand on l'exprime en montant du chiffre d'affaires, on dit quel chiffre d'affaires il faut que j'atteigne pour que je ne perde pas d'argent, pour que je puisse couvrir toutes mes charges. Une fois qu'on a dit ça, on a d'autres déclinaisons qu'on peut calculer. On peut calculer le pourcentage de seuil de rentabilité, c'est-à-dire le seuil de rentabilité en pourcentage du chiffre d'affaires. Pour ça, il va suffire de diviser le montant qu'on a obtenu pour le seuil de rentabilité par celui de notre chiffre d'affaires actuel. Et donc, ça va nous dire quel pourcentage de notre chiffre d'affaires actuel il nous faut pour couvrir nos charges. Si, par exemple, j'ai un taux à 50%, ça veut dire que je couvre mes charges à partir du montant où j'atteins la moitié du chiffre d'affaires que je génère aujourd'hui. Et en tout état de cause, j'ai intérêt à ce que ce taux soit le plus bas possible. Parce que si mon taux est à 75%, ça veut dire qu'il suffit que je perde un quart de mon chiffre d'affaires, plus d'un quart de mon chiffre d'affaires pour ne plus gagner d'argent. Si mon taux est à 50%, ça veut dire qu'il faut quand même que mon chiffre d'affaires diminue de moitié avant que je ne perde de l'argent. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. D'accord, oui. Super. Parfait. Ensuite, on peut calculer le nombre de jours qu'il faut sur une période pour atteindre le seuil de rentabilité. Généralement, on réfléchit sur une logique annuelle ou sur une logique mensuelle en voulant savoir à quelle date dans l'année ou dans le mois on va atteindre le seuil de rentabilité. À l'échelle annuelle, on va juste multiplier le pourcentage du seuil de rentabilité qu'on a obtenu par 365 jours et ça va nous permettre de savoir au bout de combien de jours on atteint le seuil de rentabilité. À l'échelle du mois, on va multiplier ce taux par 30 jours. Ça va? Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? OK. Donc, je disais, on peut aussi vouloir savoir au bout de combien de jours sur une période, l'année ou le mois, par exemple, on va atteindre le seuil de rentabilité. Donc, si je veux savoir combien de jours dans l'année il me faut avant d'atteindre le seuil de rentabilité, je vais multiplier mon taux de seuil de rentabilité par 365 jours. Si mon taux est de 50%, je vais obtenir 182,5 jours. Ça veut dire qu'il me faut les 182,5 jours de chiffre d'affaires pour couvrir mes charges et ensuite, le reste de l'année me permet de gagner de l'argent. À l'échelle du mois, je vais multiplier ce taux par 30 jours. Ça veut dire que je vais avoir 15 jours dans le cas de 50% et donc, il me faut la moitié du mois pour
couvrir mes charges et l'autre moitié pour créer de la richesse, gagner de l'argent. Ça marche, merci. OK, je vous en prie. Et finalement, la dernière option, c'est de calculer la quantité à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc ça renvoie à la notion de volume nécessaire pour couvrir les charges qui a été évoquée tout à l'heure. Donc, pour calculer la quantité à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité, on va partir d'une formule très simple qui est le chiffre d'affaires pour un produit unique. Ça va être le prix unitaire de ce produit fois la quantité à vendre. De la même manière, si on est au seuil de rentabilité qui est un montant de chiffre d'affaires, ça va être la quantité qu'il faut pour atteindre le seuil de rentabilité fois le prix unitaire. Donc, pour obtenir cette quantité-là, on va juste diviser ce seuil de rentabilité en montant par le prix de vente unitaire. Ça va? Non, pas tout à fait. OK. Alors, si je dois expliquer un peu plus. En gros, si je vends un produit unique, là, on est sur une logique de produit unique. Mon chiffre d'affaires, ça va être mon prix de vente fois la quantité qu'il faut que je vende. N'est-ce pas? Oui. Si je suis au seuil de rentabilité, alors pour éviter les confusions, je vais peut-être plus mettre ça ici. Si je suis au seuil de rentabilité, c'est un montant de chiffre d'affaires que je cherche à atteindre. Donc, je vais toujours multiplier mon prix de vente unitaire. Cette fois-ci, je vais le multiplier par la quantité qu'il faut pour atteindre le seuil de rentabilité que je vais appeler Q étoile. D'accord. Maintenant, nous, on cherche ce Q étoile qui est la quantité qu'il nous faut pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon seuil de rentabilité par mon prix de vente unitaire. Ça va? Oui, ça va, merci. OK, parfait. Donc ça se fait facilement pour un produit unique. Après, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais si j'ai plusieurs produits à vendre. Si j'ai plusieurs produits à vendre, du coup, il va y avoir, merci Cossi Octave pour le retour, il va y avoir deux méthodes de calcul. Une première, ça va être, une fois que j'ai mon montant de seuil de rentabilité, je peux me dire que pour chaque ligne de produit, voilà le pourcentage de mon chiffre d'affaires qui est censé être généré par ce produit. Et donc, je vais calculer la part du seuil de rentabilité qui va correspondre à ce produit. Et à partir de là, je vais faire le même exercice que celui-là, diviser ce montant-là par le prix de vente unitaire du produit en question. La deuxième méthode qui serait plus exacte, c'est de pouvoir travailler un peu plus la structure de coûts de l'entreprise pour pouvoir déterminer quelle est la part des coûts supportés par ce produit en question. Donc, sur le côté coût direct, c'est assez simple. Après, il va falloir mettre en place une règle de répartition pour les coûts variables et pour les coûts fixes en fonction de l'utilisation qui en est faite par chaque ligne de produit. Et à partir de là, on va calculer les seuils de rentabilité respectifs de chaque ligne de produit et refaire ce calcul pour chaque produit de manière unitaire et distincte. Donc, voilà globalement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Oui. Merci beaucoup. Super. Du coup, là, on arrive au bout. Donc, on a vu globalement trois principales notions aujourd'hui. On a vu les différents types de coûts d'une entreprise. En fait, c'est à vous que je vais vous demander ce que vous avez retenu de notre temps passé ensemble. Qui veut prendre la parole? Bien, moi, j'ai retenu pas mal de notions tout ce qui est notion de rentabilité, seuil de rentabilité, les termes assez techniques que j'ai un peu oubliés après. Donc, mais surtout, il y a une vision derrière qui me vient à l'esprit en fait en terminant le webinaire là avec vous, c'est que c'est des choses qui sont assez importantes pour la gestion, pour voir plus loin et pour anticiper et voilà, pour vraiment créer de la richesse. OK. Voilà. Contente de l'entendre. Merci. Je vous en prie. Beaucoup. Je vous en prie. Elvis Aubin, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir pour dire que
en fait, d'autres disent qu'ils se rappellent ou ça leur rappelle. Moi, je les découvre parce que je ne suis pas de formation marketing ou comptabilité, mais finance aussi. Mais ça me fait plaisir de découvrir qu'il y a des thèmes techniques tels que le seuil de rentabilité, la rentabilité, chiffre d'affaires. C'est vrai que je les rencontre, mais sans vraiment les dominer. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'exactitude des calculs. Exactitude, j'exagère, mais les formules de calcul qui nous permettent déjà au début d'un projet, au début d'une activité, de savoir à quoi s'attendre, de pouvoir marcher avec exactitude et précision. Et ce sont des choses qu'il faut maîtriser avant de se lancer dans un nouveau produit ou bien dans la commercialisation de notre projet. Et j'en suis heureux de le découvrir. D'accord. Super. Merci. Quelqu'un d'autre a quelque chose à partager pour la synthèse? Alexis, oui? Votre micro est sur muet, donc il faudrait le réactiver. C'était peut-être une erreur, sinon? OK. Donc, effectivement, merci à tous d'avoir participé à cette formation. On va réserver peut-être quelques minutes si vous avez des questions additionnelles. Donc, globalement, on a pu voir ensemble les bases qui vont vous permettre déjà d'avoir une meilleure compréhension de la structure financière de votre entreprise pour pouvoir espérer créer de la richesse. Donc, on a vu les 4 principaux types de coûts qui sont les investissements, les coûts fixes, les coûts variables et les coûts directs. Ensuite, on s'est intéressé à la notion de rentabilité qui est la création de richesse de l'entreprise en tant que telle. Et on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux d'analyse de cette rentabilité, à savoir la marge brute, l'excédent brut d'exploitation et le résultat net. Et on a vu qu'une fois qu'on a les montants pour ces 3 niveaux d'analyse de la rentabilité, on pouvait aussi calculer les taux de rentabilité qui leur correspondent en divisant les montants par le montant du chiffre d'affaires. Après ça, on a vu ce que c'était que le seuil de rentabilité, donc le montant de chiffre d'affaires qui permet de couvrir l'intégralité des charges de l'entreprise. Et on a vu que pour le calculer, il suffisait de diviser les coûts fixes par le taux de marge sur coût variable. Et après ça, on a vu 4 autres déclinaisons qui sont le seuil de rentabilité en pourcentage du chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité en nombre de jours annuels, le seuil de rentabilité en nombre de jours mensuels et finalement le seuil de rentabilité en quantité à vendre pour couvrir les charges. Donc, voilà pour la synthèse. Donc, si effectivement vous avez apprécié ce webinaire, la prochaine étape, ce serait de participer à la formation complète qui va vous permettre de vraiment comprendre tous les éléments et d'obtenir les mécanismes pratiques pour pouvoir créer de la richesse pour votre entreprise. Donc, dans cette formation, il y a un premier module justement sur la compréhension de la structure financière de l'entreprise où on voit les notions qu'on a vues ensemble là, on les met en pratique avec des exercices et on s'intéresse aussi à la logique des états financiers pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière chaque état et comment on peut les interpréter un peu plus facilement. Ensuite, il y a un deuxième module sur l'amélioration de la rentabilité qui vous permet de savoir quelles stratégies concrètes vous pouvez mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité de votre entreprise et dans quel contexte chacune des stratégies. Et finalement, on a le dernier module sur la maîtrise des coûts parce que si vous ne maîtrisez pas vos coûts, tous vos autres efforts seront inutiles. Donc, globalement, voilà pour cette formation-là. Sachant que la prochaine session sera au mois de février, donc les 11, 18 et 25 février. Donc, globalement, le contenu a bien une valeur de 450 000, sachant que si vous vous inscrivez avant le 29 janvier, vous bénéficiez d'un tarif spécial à 120 000 francs. Donc, voilà, il y a le lien pour s'inscrire. Donc, je peux le mettre dans le volet de conversation pour que vous y ayez accès aussi. Elvis Aubin vous demandez s'il est possible d'avoir un récapitulatif écrit de cette formation. Je vous enverrai le support pour que vous puissiez vous y référer. J'espère que ça vous va. C'est bon, Elvis? Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne clôture la séance? J'ai une question. Oui, Elvis?
Bon, bien sûr, ce sont des formations qui nous permettent d'accroître nos performances ou du moins de les installer. Oui. La question est de savoir est-ce qu'il y a possibilité via mail ou bien via documentation de rentrer en contact avec vous pour des analyses plus spécifiques, puisque chaque TPME ou bien chaque PME n'a pas la même réalité que l'autre. Effectivement. Donc, on voit que pour nous, déjà, que nous essayons à la chose, les autres sont déjà des dévanciers, mais pour nous qui nous essayons à la chose, avoir un regard extérieur de spécialiste en tant que conseiller, quitte à voir ce que ça fait comme paiement, et puis voilà, ça nous plairait en même temps de nous former, mais en même temps aussi de suivre notre activité que nous mettons en place. Oui, effectivement. Du coup, la question, c'est de savoir effectivement, est-ce que vous pouvez avoir un accompagnement en termes de conseils? Donc, c'est tout à fait possible. Donc, alors, je vous laisse juste à nouveau mes coordonnées dans le chat. Donc, mon numéro 00221 77 597 48 69 et mon email adolé.akpabi@gmail.com. Parfait, merci. Voilà. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Non? Donc, j'imagine que le contenu de la formation était suffisamment clair pour tout le monde. Merci à tous d'avoir participé. Ça a été un plaisir d'animer cette session avec vous. Et j'espère que vous en avez retenu des choses, que ça vous a apporté et que vous allez pouvoir poursuivre les efforts pour effectivement maîtriser les éléments liés à la création de richesse de votre entreprise. J'espère, merci Florence, et j'espère vous voir très bientôt lors de la prochaine formation. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as regardée jusqu'à la fin, j'imagine que tu l'as appréciée. Si c'est effectivement le cas, n'hésite pas à mettre un petit like en cliquant sur le pouce juste en bas. Tu peux également la partager avec d'autres amis ou connaissances pour qu'ils puissent aussi en profiter. Les bonnes choses se partagent. À très bientôt, j'espère. Au revoir.